Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 40e épisode du podcast Se traiter en première classe. Franchement, quand je me dis que ça fait 40 épisodes, je suis trop contente et je suis grave fière de moi. Donc vraiment, je vous remercie pour votre fidélité et c'est toujours un plaisir en fait de connecter avec vous toutes les semaines, de connecter avec des personnes qui sont dans la même optique, dans la même optique, en fait, dans le même état d'esprit, qui ont à cœur de faire passer leur vie au niveau supérieur en termes de mindset, de gestion émotionnelle, qui ont à cœur de mettre plus de conscience, de connaissance et de discernement dans leur vie. Franchement, c'est vraiment un honneur, en fait, de pouvoir connecter avec vous comme ça toutes les semaines dans le podcast et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, sur @Émilie_Antoine ou sur la chaîne YouTube Ma Psy en ligne chez moi ou sur Apple Podcast, sur le podcast Se traiter en première classe. Donc c'est toujours je fais une petite parenthèse là-dessus. Dans ce podcast, je voulais vous parler en fait du fait de être à même d'écouter son intuition et du coup de répondre à ses besoins. On sait que la grossesse, je vais vous expliciter mon point au travers de la grossesse. La grossesse, c'est très particulier, on le sait dans la vie d'une femme. Pourquoi c'est très particulier ? En tout cas, moi, dans mon expérience personnelle, je trouve ce qui est vraiment particulier, tu as quand même un être humain qui grandit à l'intérieur de toi, si je peux dire ça comme ça, avec, toute l'élaboration psychique, émotionnelle, relationnelle, qui est en train de se jouer en même temps. C'est quand même assez inédit comme événement, quoi, tu vois. Le truc de se figurer qu'il y a un autre être humain qui grandit en toi, je peux dire ça comme ça. Donc, tu portes potentiellement deux âmes. Donc, ça, c'est assez ouf de se dire ça. Donc, émotionnellement, en plus... t'as des sensations, au bout d'un moment, tu as des sensations physiques, etc. Donc, tu te dis c'est ton bébé, tu commences à connecter par le mouvement et par les sensations physiques avec ton bébé. Bon, moi, personnellement, je suis pas fan de ressentir les coups, etc. à la fin et tout. Mais c'est particulier. Et puis, cette relation, en fait, qui commence à se nouer parce que des fois, tu peux être amené un peu à taper sur ton ventre et puis tu as l'impression que ton bébé te répond ou qu'il réagit au sens et au son environnant, du coup. Donc ça, c'est assez, en termes d'élaboration psychique, etc., c'est assez particulier. Et du coup, tu as cette connexion avec une autre personne et tu as cette connexion avec ton corps aussi. Tu vas ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties pendant ta grossesse et pendant l'accouchement, mais ça sera l'objet d'un autre podcast où je vais vous raconter, pour vous teaser un peu. Donc, là, j'ai mis 2 fois au monde, en fait, des enfants, Dieu merci, sans assistance médicale, dans le confort de ma maison. Donc là, je voulais aussi vous parler de ça, mais là, je voulais vous parler de la grossesse. Parce que, en fait, quand tu traverses une grossesse, tu as ces états, comme je vous disais, psychologiques, émotionnels, intellectuels, où tu t'essayes en tout cas moi pour ma part, ce que j'ai fait, de te renseigner sur la physiologie de la grossesse, de la naissance, etc. Donc tu apprends des choses, tu te prépares en fait à l'arrivée de ton bébé, comment tu l'habilles, comment tu le laves, tous les trucs qui sont inhérents en fait à comment tu te construis en tant que mère. Et puis tu as aussi... donc ça, c'est tout. Il y a tout ça. Et puis, il y a aussi, forcément, tu as des hormones. Donc,
et tu as de la fatigue, et tu as, tu vois, d'autres challenges psychologiques, émotionnels, etc., qui fait que tu vas entrer dans un espèce de mode de vulnérabilité, si je peux dire ça comme ça. Attention, je suis pas en train de dire de faiblesse, mais de vulnérabilité, parce que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé, en fait. Pendant la grossesse, tu sais pas comment ta grossesse, elle va se passer, tu sais pas comment ton accouchement, il va se passer, tu sais pas réellement si ton bébé, il est en bonne santé ou pas. Etc. Donc c'est une grosse période d'incertitude. Et, euh, et je trouve que connecter avec soi, avec son intuition, etc., dans cette période-là, c'est très particulier. Et du coup, je voulais vous parler de mon expérience. Pour cette deuxième grossesse, j'avais pas décidé avant, mais ça s'est fait comme ça, en fait, parce qu'au début, j'étais en mode, je suivais mon feeling. Donc quand j'ai découvert que j'étais enceinte pour la troisième fois, j'étais en vacances en France, parce que je suis expatriée aux Émirats Arabes Unis, pendant l'été. Et du coup, moi, je suis pas trop fan des hôpitaux, je suis pas trop fan des médecins, etc. Et tout. J'aime bien les sages-femmes. J'aime bien, voilà, je connecte assez bien avec les sages-femmes, etc. C'est parce que bon, bah, je pense que j'ai on va dire une passion pour tout ce qui est le process de la naissance, l'accouchement, etc. Donc du coup, j'aime beaucoup parler avec des doulas, des sages-femmes, etc. Mais du coup, bah voilà, j'étais en mode vacances, j'étais en mode je profitais de la famille, etc. Donc je ne me suis pas précipitée tous les mois comme il est d'usage. En tout cas, moi, j'avais été, comment dirais-je, conditionnée comme ça de par ma première grossesse en France, où tous les mois, tu vas à l'hôpital, tu fais rendez-vous avec une gynéco, avec une sage-femme, etc. Voilà, c'est la norme, tu vois. Et pendant ma deuxième grossesse, parenthèse mise à part, donc j'étais aux Émirats Arabes Unis et j'ai reproduit, je ne vais pas dire instinctivement, mais voilà, tous les mois, je suis allée voir la gynéco. J'avais trouvé une super gynéco à Dubaï. Elle était super sympa, j'ai une bonne connexion avec elle et tout. Bon, je pense que ça joue beaucoup, ça. Du coup, j'y suis allée tous les mois jusqu'à ce que, eh bien, il y ait le confinement en 2020, le lockdown aux Émirats, où, ben, elle, en plus, elle était partie, elle était d'Angleterre, elle était partie là-bas, elle s'est retrouvée coincée là-bas. Donc je me suis retrouvée, bah, en fait, ma référente, si je peux dire ça comme ça, mon pilier de grossesse avait disparu. Et du coup, bah, j'ai dû, entre guillemets, faire toute seule. Enfin, j'ai trouvé une autre gynéco entre-temps quand même, parce que je voulais m'assurer que, en tout cas en fin de grossesse, faire ou dans ma tête, j'envisageais très fortement le fait d'accoucher à la maison, etc. Même si j'étais pas, voilà, c'est arrivé un peu, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. C'était pas quelque chose que vraiment, enfin, j'étais renseignée pour, mais bref, c'est pas l'idée. Tout ça pour vous dire que deuxième grossesse, je fais un suivi tous les mois et finalement, je me retrouve entre guillemets face à moi-même, si je peux dire ça comme ça, où j'ai accouché toute seule, avec, bien sûr, il y avait mon mari qui était là et qui a attrapé le bébé. Et pour vous dire, voilà, que c'était en mode, ah ben en fait j'ai fait tout ça, mais finalement c'est pas elle qui m'a accouché, quoi. Voilà, je pense que j'étais un peu dans cette conclusion-là, plus ou moins consciemment. Et du coup, j'arrive à la troisième grossesse pour le suivi, où je me dis, je me sens, enfin voilà, factuellement je me sentais bien, etc. Il n'y avait pas de problème. Et du coup, je fais quand même un rendez-vous avec une écho en France, avec la gynéco qui m'avait accouché la première fois en France dans l'eau de mon premier, dans un accouchement physiologique, qui s'est super bien passé, etc. Euh, et, euh, et du coup, j'avais fait un rendez-vous avec elle pour vérifier que, entre guillemets, le fœtus, il est bien implanté, il est au bon endroit, que tout va bien, etc. Avant de repartir aux Émirats. Et du coup, je fais mon rendez-vous, je rentre aux Émirats. Et aux Émirats, je me dis, faut que je retrouve une gynéco. Faut que je retrouve... je me voyais pas, en fait, je m'étais rendu compte que, enfin, parce qu'en fait, quand j'étais en France, j'habitais à 10 ou 15 minutes, 10 minutes, on va dire, en voiture de l'hôpital, donc c'était assez, comment dirais-je, rapide d'y aller. Et franchement, je me suis rendu compte que moi, quand j'ai des contractions en fait, moi, quand je commence l'accouchement en général, ça blague pas. C'est pas genre j'ai une contraction toutes les 2 heures ou toutes les heures, et puis ça va, je peux faire mon ménage en même temps, etc. Non, on rentre dans le vif du sujet direct. Donc du coup, franchement, je me disais pas, ouais, je vais faire 1h15 parce que j'habite à Ras Al Khaimah. Je vais me faire 1h15 pour aller à l'hôpital à Dubaï, prendre le risque d'accoucher dans la voiture, ce qui est pas ma phobie, mais vraiment, j'ai pas du tout envie d'accoucher dans la voiture. C'est pas mon délire du tout. Donc je voulais pas prendre le risque que ça arrive. Et du coup, je me disais, bon, je vais plutôt regarder ce qui se passe à Ras Al Khaimah, dans les hôpitaux, etc., pour voir, pour faire un suivi là. Et si au cas où je dois aller à l'hôpital, je sois moins loin que d'aller à Dubaï, même si j'ai quand même 30 minutes pour aller en voiture à l'hôpital que j'avais
on va dire ciblée, si je peux dire ça comme ça. Je ne referai pas de la pub parce que j'aime pas y aller. Ça, c'est une autre... Voilà, genre... Bref, je continue. Et donc, dans cette deuxième grossesse, j'étais en mode, je sentais que j'avais vraiment pas envie d'aller chez la gynéco, parce qu'il n'y a pas de sage-femme en fait aux Émirats. C'est pas comme en France où tu peux ne pas voir de gynéco et aller voir la sage-femme, etc. Les sages-femmes, elles sont que dans les hôpitaux, elles n'ont pas leur bureau, etc. Elles ont pas de, comment dire, elles consultent pas en individuel, quoi, si je peux dire ça comme ça. Elles sont pas libérales, voilà. Et du coup, franchement, ça me disait pas du tout d'aller à l'hôpital. Moi, personnellement, dans ma vie, j'ai pas eu des expériences de ouf avec des gynécos. J'ai une approche de la santé, de la gynécologie globale, enfin voilà, où j'aime bien considérer le côté, bien sûr, émotionnel, mais le côté aussi alimentation, santé globale, etc. Et j'étais pas tombée jusqu'à ce que celle que je trouve à Dubaï, même si on n'était pas d'accord sur tout, sur la physiologie de la naissance, mais bref. Voilà, j'ai jamais trop connecté, on va dire, avec des gynécos, quoi. Et pour moi, c'est important de connecter avec le professionnel de santé en qui je confie ma santé, la santé de mon bébé. Ceci étant. Donc, je sentais que j'étais tout le temps en train de repousser, en fait, tout le temps en train de repousser les rendez-vous. Je disais toujours, ouais, la semaine prochaine, il faut que je prenne rendez-vous, il faut que je vois pour le coût, etc. Faut que je prenne rendez-vous pour une écho, il faut que je prenne rendez-vous avec la gynéco, il faut que je vois quel hôpital je vais choisir. Et en fait, j'étais tout le temps en train de repousser. J'en parlais toujours à mes voisines avec qui je vais tout le temps au parc avec les enfants, etc. Puis au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, Émilie, tu es en train de procrastiner, là. Certes, quand on a des enfants, on est déjà très occupé. Donc, quand on a une entreprise à gérer, on est déjà très occupé, etc. Mais voilà, je sentais que c'était... Mais quand j'ai envie d'un truc, en général, je le place dans mon emploi du temps, c'est pas un problème. Et au bout d'un moment, je me dis, mais là, Émilie, t'es grave en train de procrastiner. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, en fait, finalement ? J'ai fait ce travail en fait d'introspection, d'analyser en fait mes pensées, c'était quoi, voilà, mes idées, mes croyances sur ça, et finalement je me suis dit, mais Émilie, qu'est-ce que tu veux vraiment ? Est-ce que vraiment tu as envie de faire un suivi à l'hôpital, d'y aller tous les mois, etc. et tout ? Est-ce que tu sens que pour toi c'est pertinent ? Est-ce que tu veux vraiment ça ? Est-ce que tu trouves que c'est utile, que c'est pertinent ? Est-ce que c'est cohérent avec ton approche en fait de la santé, etc. Et en fait, quand je me suis posée, quand j'ai eu ce questionnement-là, je devais déjà bien être à 7 mois et demi, 8 mois. Mais je me suis dit, mais non, en fait, j'ai pas envie de ça. Pourquoi entre guillemets, je veux me forcer ? Des fois, c'est derrière, entre guillemets, la procrastination, il y a ça aussi. C'est qu'on se force à faire un truc avec lequel on n'est pas en phase. En fait, je me dis non, je suis pas en phase avec ça. Dieu merci, je suis en bonne santé. J'avais moins. En fait, c'était entre guillemets ma meilleure grossesse dans le sens où j'ai pas eu les problèmes de dos ou les problèmes de sciatique, parce que justement j'ai fait des causes pour pas que ça resurvienne. Donc du coup, voilà, je continuais de nager en fait tout simplement. J'étais mobile, etc. Tout allait bien. Du coup, je me dis mais pourquoi je vais courir à l'hôpital ? Je vais courir. Encore une fois, je vous partage mon expérience personnelle. Je suis pas en train de vous dire de pas aller à l'hôpital tous les mois ou de pas voir une gynéco tous les mois ou de pas faire une écho tous les mois. Vraiment, ce que j'adresse dans ce podcast, c'est comment on écoute comment on s'écoute en fait et on répond à nos besoins en cohérence avec nos ambitions en fait. Et ça m'a fait réfléchir pendant cette grossesse parce que je me suis dit, même si j'ai les connaissances que j'ai, l'expérience que j'ai, etc. Pour vous dire que moi-même je continue en fait toujours à faire ce travail de reconnexion avec moi-même et avec ce que je veux et comment je le mets en pratique en fait clairement. Et du coup, une fois que j'ai ciblé que justement, c'était pas en cohérence avec mon approche de la santé parce que j'ai une approche de la santé plutôt en amont qu'en aval, c'est-à-dire où j'essaye de prendre soin de mon alimentation, de faire du sport, de prendre soin de mon état d'esprit, de mes émotions, etc. Du coup, de sorte à ne pas arriver à un état où tu es obligé de... comment dirais-je, tu dois aller chez les... Enfin voilà, t'es pas bien en fait, que ce soit physiquement ou émotionnellement, etc. Donc tout allait bien, tout roulait bien, je me sentais même mieux que dans mes précédentes grossesses. Je me dis mais pourquoi je vais comme un robot aller... En fait c'est écrit où qu'il faut que j'y aille tous les mois, etc. Enfin voilà. Je me dis en fait moi mon ambition c'est plutôt de reconnecter avec mon intuition, de connaître encore mieux mon corps, la physiologie du corps dans la grossesse, de la naissance, etc. Donc, j'ai pris énormément de temps pour me documenter, m'instruire par rapport à ça, etc. Et j'ai découvert énormément de choses. Je pensais déjà savoir beaucoup de choses au cours de ma deuxième grossesse et de mon deuxième accouchement, mais j'ai testé plein de nouveaux trucs dans mon troisième accouchement. Il faut absolument que je vous fasse... ce sera peut-être le prochain podcast, je vais voir, parce que je vais pas peut-être parler de naissance et d'accouchement à tous les podcasts, mais enfin, derrière
derrière, c'est vraiment les leçons de mindset en fait qui comptent. C'est pas tant le questionnement autour de la grossesse, etc. C'est des opportunités de mindset, mais voilà, c'est pas autour de ça que j'adresse en premier lieu. C'est vraiment sur le fait de se reconnecter, de poser les actions qui sont en cohérence avec ce qu'on veut vraiment. Et moi, ce que je voulais vraiment, pour revenir à ça, c'est avoir quelque chose, alors certes de physiologique, où j'écoute mes besoins, je réponds à mes besoins et je fais pas telle action ou telle action parce que il y a un protocole derrière qui sort de je ne sais où en fait. Voilà, c'est vraiment, je voulais mettre du sens à mes actions. Et si je voulais, par exemple, je voulais que si je prends rendez-vous pour une échographie avec une gynéco, etc. aux Émirats, qu'il y ait une vraie démarche derrière, enfin voilà, que je le fais parce que je suis convaincue que j'en ai besoin. Voilà, c'est ça. Donc du coup, quand j'ai touché ça du bout du doigt, si je peux dire ça comme ça, je me suis dit, en fait, dans mon projet de naissance tel qu'il est, j'ai besoin de quoi réellement? Moi, je sens que j'ai besoin de quoi? Parce que, comme je vous dis, encore une fois, si on n'a pas une bonne condition physique ou une bonne condition mentale, ou si on se sent vulnérable, on a besoin d'être accompagné, ou quoi, ou qu'est-ce, bien sûr, il n'y a rien de mal à aller accoucher à l'hôpital, il n'y a rien de mal, faire une péridurale, ou physio, ou quoi, ou qu'est-ce, c'est pas du tout ça la question. Mais moi, c'était pas ma vibe, j'ai envie de dire, quoi. C'est pas ce que je voulais. Donc, par rapport à mon projet que moi j'avais mis en place et les actions que j'avais mis en place, pourquoi, pragmatiquement parlant, et dans la bienveillance, j'avais besoin de voir une gynéco et de faire une écho à un moment donné pour vérifier que le placenta il était bien positionné. Voilà, dans mon calcul, entre guillemets, c'était vraiment ça parce que, justement, quand j'avais vu la sage-femme en France, elle m'avait dit « Fais gaffe parce que le placenta, il est un peu bas, mais moi, je pense qu'il va remonter. Tu as encore beaucoup de temps pour qu'il remonte. J'étais à 2 mois et demi, 3 mois. Donc, voilà, parce que je lui avais posé la question, je lui avais dit « Écoutez, je sais que vous n'allez pas prendre la responsabilité de me dire « Oui, si tu peux accoucher à la maison ou pas accoucher à la maison et tout. » Mais voilà, de ce que vous connaissez de moi, parce qu'elle m'a vu, en fait, dans mon expérience du premier accouchement, de mon état de santé, de comment s'est passé le deuxième accouchement. Est-ce que vous pensez qu'un troisième accouchement physiologique, où j'accouche toute seule, etc., à la maison, et tout c'est possible? Elle m'a dit franchement oui. Donc du coup, voilà, moi il m'en fallait pas plus. Et elle m'avait dit, voilà, sois attentive à ce que le placenta soit bien remonté. Donc, à un moment donné de la grossesse, j'ai fait un rendez-vous, j'ai pris rendez-vous chez une gynéco. On a fait une échographie et je lui dis est-ce que le placenta est remonté? Elle me dit oui, tout va bien, le bébé, bon, j'étais déjà bien avancée dans la grossesse, au stade où on voit plus, pour vous dire, j'étais pas complètement sûre que c'était une fille, parce qu'on voyait pas, et comme j'avais pas fait la fameuse écho du deuxième trimestre parce que j'avais pas envie de le faire et que ça faisait pas sens pour moi, en fait, dans la première écho, elle m'avait dit à 70% c'est une fille, mais j'étais pas sûre et certaine. Et du coup, voilà, j'étais allée un peu comme ça. Et comme le bébé était tourné dans mon ventre de sorte à ce qu'on voit pas le sexe du bébé, j'étais pas trop sûre. Mais de toute façon, j'étais pas venue pour ça. J'étais venue pour savoir si le placenta était bien positionné ou pas. Donc du coup, une fois que j'ai su ça, dans ma tête, je me suis dit, ok, moi je me sens rassurée par rapport à ça, comment mon corps va, comment mon mindset il est, etc. Et moi j'étais en mode, mais j'aime tellement accoucher à la maison, c'est trop bizarre ce que je vous dis, mais encore une fois, ça me concerne que moi, je vous parle de mon expérience personnelle, mais moi ça fit mes ambitions, mes principes et mes valeurs, parce que dans mes ambitions, accoucher à la maison, en fait, dans la tranquillité, dans la physiologie, en mode cool, pas de stress, il n'y a pas quelqu'un qui vient me checker toutes les heures, on cherche pas, j'ai pas besoin, moi je ressentais que j'avais pas besoin de savoir où j'en suis, genre quelqu'un qui m'ausculte et qui me dit voilà, t'es à 2 doigts, 3 doigts, etc. J'avais pas besoin de ça et j'avais pas envie d'expliquer et réexpliquer pourquoi ça m'intéressait pas dans mon projet de naissance, etc. et tout. Donc du coup, c'était à cette ambition-là, c'est ce qui me convenait le mieux. Et puis dans mes principes et dans mes valeurs, pareil, j'ai pas envie de me justifier en fait sur un truc où j'ai pas de compte à rendre en fait. Si j'ai pas envie bien sûr, encore une fois, comment dirais-je, il faut faire ça il faut se sentir en sécurité, que le bébé soit en bonne santé, que vous soyez en bonne santé, bla bla bla. Ok, on est d'accord sur tout ça. C'est encore pas c'est pas le focus, d'accord? C'est vraiment l'idée, c'est de comment en tout cas moi, dans une de mes dernières expériences personnelles, j'ai vérifié cette attention et cette conscience de soi qu'il faut pouvoir avoir pour
continuer d'avoir cet état d'esprit, de poser les actions qui vont être en cohérence avec nos principes, nos valeurs et nos ambitions. Donc du coup, comme je vous disais, voilà, moi j'avais pas envie de réexpliquer, me justifier, etc. Blablabli, blablabla. C'est pas dans mon délire en fait. C'est pas un délire, on est d'accord, mais voilà, vous avez compris l'expression. Donc du coup, c'est ce qui me correspondait le mieux. Voilà, donc je me suis préparée dans mon objectif qui était celui-là, en fait, d'accoucher sans assistance médicale dans le confort de ma maison, dans une petite piscine pour enfants tranquille dans mon salon. Ben, je me suis préparée dans mon état d'esprit, je me suis préparée physiquement, j'ai nagé, franchement, je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, à J-7, c'est sûr que, enfin, dans le dernier mois, je nageais encore, j'étais encore sportive, j'étais encore mobile, etc. Bien sûr, j'étais fatiguée, on va pas se mentir, hein. Je trouve que c'est d'ailleurs, à titre personnel, beaucoup plus fatigant d'être enceinte que d'avoir un nouveau-né, même s'il se réveille 10 fois par nuit. Mais bon, ça, c'est mon expérience personnelle. Donc, j'étais quand même assez fatiguée physiquement, etc. Enfin, fatiguée dans le sens où j'avais besoin de beaucoup de sommeil. Puis bon, la nuit, c'est pas très agréable, le ventre, etc. et tout. Mais bref, c'est pas la question. Mais voilà, j'ai vraiment fait les causes en termes de complémentation alimentaire, de ce que complémentation, c'est comme ça qu'on dit, de compléments alimentaires, de vitamines, etc. Voilà, je me suis vraiment préparée comme si je me préparais pour un marathon, en fait, pour avoir comment dirais-je, l'accouchement que je voulais avoir. Et voilà, du coup, c'est vraiment pourquoi je vous parle au-delà du fait de raconter ma vie, voilà, de vous donner un exemple concret de comment, en termes de mindset, de gestion émotionnelle aussi, parce que souvent on me dit, mais t'as pas eu peur, voilà, quand je raconte, mais t'as pas eu peur, bien sûr que t'as de la peur qui te traverse l'esprit, en fait. Bien sûr que tu as des pensées, et moi aussi, j'ai des pensées effrayantes, si je peux dire, mais même effrayantes, ouais, c'est vrai qu'ils font peur et tout. Mais après, c'est comment tu te positionnes par rapport à ça. Comment en femme, entre guillemets, confiante, affirmée, etc. Quel travail tu fais au niveau de ta spiritualité, parce que c'est hyper important. Ta psychologie, ton mental, ta gestion émotionnelle, etc. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vous donner un exemple, en fait, vous confier un petit peu une de mes dernières expériences qui ont challengé justement tout cet état d'esprit, en fait, tout ce positionnement par rapport à nos ambitions, nos principes et nos valeurs. Alors justement, si toi aussi tu veux apprendre à te traiter en première classe en toutes circonstances, eh bien, je te conseille de rejoindre le challenge qui va commencer incessamment sous peu, les 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Tu peux rejoindre l'expérience en te rendant sur mapsyenligne-chez-moi.fr/challenge. C'est un challenge qui est offert, donc c'est ton opportunité. Tous les jours, je serai en live sur un groupe privé réservé aux femmes pour vous donner la leçon et l'exercice du jour. Donc vraiment, ne ratez pas cette occasion de commencer à travailler sur vos blocages et vos croyances limitantes pour vous forger justement le mindset d'une femme confiante, sereine et épanouie. Merci de votre écoute. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez m'adresser une note, une review ou un commentaire depuis votre plateforme d'écoute et pensez bien à vous abonner. Merci encore, au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, psychologue, experte en mindset et en gestion émotionnelle, fondatrice et SEO de mapsyenligne-chez-moi.fr. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je vais te donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que tu puisses vivre en fonction de tes aspirations, de tes principes et de tes valeurs, et non en fonction de tes peurs, de tes traumatismes, de tes croyances limitantes et de tes blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence, et je vous dis à bientôt. Bye bye!